Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue sur Radio Ma'arif pour un nouveau podcast icône. Alors vous connaissez le principe maintenant. 2 personnes viennent rallonger la liste de nos icônes marocaines et nous présenter leurs icônes à eux. En l'occurrence aujourd'hui, j'ai à mes côtés Aïcha Aqlaï, ancienne directrice de publication de Tel Quel. Hello. Hello. Et Reda Allali, qu'on ne présente plus sur Radio Ma'arif. Un petit peu. Merci pour l'invitation. Marhaba. Donc, vous connaissez le principe, comme je l'ai dit. Chacun est là pour nous présenter son icône. Et c'est Aïcha qui va commencer. Alors, je crois qu'on va aller dans le nord du pays. Oui, on va aller vers chez moi. Je vais vous parler aujourd'hui de Abd-Saad Qashqara. Alors, Abd-Saad Qashqara, c'est l'homme à avoir accompli une prouesse rare. Il a réconcilié tangérois et tétouanais. Et ce n'est pas rien. Donc, la tangéroise que je suis, biberonnée à la rivalité avec Tétouan, voue quand même un culte incroyable à ce natif de Tétouan. Donc, on parle de rivalité musicale là ou rivalité tout court? Je connais pas cette. Je pense tout court. Rivalité. C'est tout court. Ouais. C'est Rabat Salé, Fes Meknes, Danger Tétouan. D'accord. Voilà. Raja Ouidad. Ça, je comprends mieux. Et donc Abd-Saad Qashqara est un chanteur, interprète, chef d'orchestre. Tout le monde le connaît pour Bent Bladi. Et moi, je l'ai découvert très petite à Tanger. Il y avait une cassette qui circulait de lui où il y avait justement la chanson Bent Bladi, mais c'était absolument pas ma préférée. Il y en avait beaucoup d'autres. Qolli Alash Katebki, Moulay Abslam. Beaucoup de très belles chansons qui ont en fait accompagné mon enfance, mon adolescence et que j'écoute encore aujourd'hui beaucoup. Alors, Abd-Saad Qashqara, il est né au début des années 30 et il est décédé à l'âge de 68 ans. C'était un passionné de musique arabo-andalouse. Son papa était musicien. Sa maman faisait partie de la Zawiya Harraqiya à Tétouan, où lui se rendait pour apprendre la musique, le melhoun, les chants religieux. C'est comme ça qu'il s'est formé. Et il a intégré le conservatoire de Tétouan. Dans l'une de ces très rares interviews que l'on peut retrouver sur YouTube. D'ailleurs, c'est la seule fois où moi je l'ai vu en vrai parler parce que je me souviens absolument pas de lui passer à la télé ni quoi que ce soit. Donc dans cette interview qui est menée par Fatima Nouali, une journaliste du Nord, elle aussi, sur le Oula. Il parle de sa passion pour la musique, il parle de sa carrière, de tous les voyages qu'il a fait un peu partout dans le monde. Et il explique quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai fini par comprendre pourquoi ce monsieur me parlait tellement. C'est qu'il disait qu'il était, lui, passionné de musique arabo-andalouse, que c'est une musique qui est quand même assez lourde, en héritage, en règles, et que c'est compliqué pour des jeunes d'adhérer à cette musique. Et lui estimait que c'était à lui de faire l'effort de faire aimer cette musique. Et donc, dans la musique Sha'biya Diel Chamel du Nord, il introduisait des règles de Nouba. Et moi, j'adore la musique arabo-andalouse, aussi grâce à lui. Je vois autour de moi, personne de ma génération n'adhère vraiment. Et lui a réussi à faire ça. Et puis, mais alors, je t'interromps 2 secondes parce que j'ai juste une petite question. Les interviews sont rares parce qu'il était pas connu de son vivant, si? Pourquoi elles sont rares? C'est lui qui était timide peut-être? Alors, est-ce qu'il y a une explication peut-être que... Alors, je pense que d'abord on a un problème d'archives et c'est plutôt ça le souci. Tout ce qui est années 80, années 90, on a quand même des difficultés à avoir accès à ces archives. Non, il était connu, reconnu, donc je pense que c'est juste une... Il y a dû y en avoir, mais qu'elles sont
Reda, tu es bien silencieux. Non, moi je voudrais juste Shqara, non, pas du tout. Je voudrais juste apporter un petit point technique à la discussion. Alors, la musique arabo-andalouse, juste sur le mot arabo-andalouse, c'est un terme qui a été inventé par les Français en fait. Les Marocains l'ont jamais appelé musique arabo-andalouse avant que les Français ne l'appellent musique voilà. Et aujourd'hui, il y a des études très sérieuses qui prouvent même qu'en Andalousie, en l'occurrence l'Andalousie, l'âge d'or comme ça du Zalmohad et compagnie, même après, la musique qui se jouait ne ressemblait pas du tout à cette musique, ressemblait plutôt à ce qu'on a chez nous aujourd'hui qui ressemble à l'Aïta. C'est-à-dire que la musique qui était en Andalousie, techniquement, je parle en termes, c'est les travaux d'une dame qui fait des études là-dessus, j'ai oublié son nom, mais on pourra le retrouver, a établi que la musique qui se jouait en Andalousie ressemble plus à l'Aïta qu'à la musique andalouse. Enfin, qu'on appelle qu'on l'a. Et ce qui est logique quand tu écoutes le flamenco, avec le qada, avec les aigus chez les femmes, avec les claps, etc. C'est vrai que ça a un peu de sens quand on réfléchit à ça. Et les Français, en fait, quand ils arrivent au Maroc, ils considèrent la musique marocaine comme une catastrophe, un truc faux, lancinant et à contretemps. C'est quand même un comble venant de. Voilà. Et dans cette espèce de magma qui considère vraiment, bon, ils sont pas du tout sensibles à cette esthétique, ce qu'on peut comprendre. Il y a la musique andalouse qui est savante. Qui leur semble sophistiqué, qu'il est d'ailleurs, et qui donc, fatalement, il la rattache à l'Europe, à l'Andalousie, parce que c'est effectivement des villes, parce qu'effectivement c'est un mélange. Pour lui donner plus de noblesse au final. Lui donner plus de noblesse, c'est effectivement dans des villes, il y a beaucoup de Maurice qui sont entrés, Tétouan, Fès, Rabat, etc. Mais voilà, c'était juste ce que j'avais envie de dire là-dessus. Ça fait justement comme... Pardon, t'as interrompu, mais c'était juste pour expliquer ce silence. Je m'interrogeais sur ce silence. Bon, et un autre lien très important, c'est avec le shabi algérien. Shqara aimait beaucoup la musique shabi algérienne. Il écoutait Dahman el-Harrachi, d'après ce que racontait sa fille. Tanqa aussi, non ? Oui. Ouais. Et aujourd'hui, absolument, quand on écoute par exemple Abdelkader Chaou, on retrouve cette musique du nord du Maroc. Donc j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu le film El Gusto par exemple, toute cette musique-là, j'avais l'impression d'être chez moi. Et je trouve formidable qu'un artiste marocain arrive à faire les ponts entre différentes cultures avec son art et c'est l'une des choses qui m'a ravie chez lui. Et puis, il faut le dire, quelque chose de très, très personnel. Et ben moi, j'ai appris les mots de l'amour grâce à Abdelkader Shqara. On dit souvent, on parle pas d'amour en arabe, on parle d'amour en français. Mais en fait, non, moi, pas du tout. L'amour, c'est Shqara. Donc, c'est un amour tel qu'il le chante, lui, qui est pas du tout machiste, c'est pas l'amour du mâle dominant, c'est un homme doux, bienveillant, qui est en admiration devant la bien-aimée. Cette bien-aimée n'est jamais dépeinte comme un être maléfique qui complote derrière son dos, un tiraddara et compagnie, pas du tout. Et bon, il y a plein de phrases, moi, qui me viennent à l'esprit, où la femme est célébrée, elle est flattée, elle a des intentions sincères, simples. Et en fait, cette espèce d'amour naïf et puis pur, bienveillant, c'est ce qu'on a besoin d'entendre quand on est jeune. Et en tout cas, moi, j'ai été très heureuse d'avoir eu une introduction à l'amour grâce à Sadr Shqara. Alors, on va peut-être écouter un petit extrait. حبيت القمر بكماله 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 شبك في النجوم دلاله حبيت القمر بكماله 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 شبك في النجوم دلاله. On vient donc d'écouter un tout petit extrait de Hubbak al-Qamar et je vois que ça évoque bien des choses chez Aïcha. Ah oui, moi j'aime beaucoup toute cette poésie. Bon, je vais m'essayer à reprendre un peu. S'il te plaît. Mon Dieu, quelle catastrophe. Il dit Hubbak al-Qamar bikmalu taran bikmalu taran bikmalu shiddak fi an-nujumi damalu. Et
je trouve ça tellement joli de voilà, on s'aime et c'est pas grave si les étoiles bougent, on est ensemble et tout va bien. Et à la fin de la chanson, il dit quelque chose de très joli en fait, qui est une curiosité pour l'autre, une gourmandise, la découverte de l'autre. Il dit à sa bien-aimée Dini ma'ak fi bladkoum bash nchouf hayatkoum. Et très simplement Ça, par contre, dans le rail, il y a aussi ça. Le visa, le passeport, Ça n'est-ce pas? aussi. Non, on a les mêmes. Sur les intentions, Mais après. c'est peut-être lui qui a initié Voilà. le mouvement, voilà. Mais d'ailleurs, il y en a dans une de ses chansons, la seule fois où une femme le trahit, il dit غدرتني بالتبات et très vite dans la chanson بنت خيار الناس شوشني هواها. Donc même quand elle est pas très Il sympa, n'est pas rancunier. elle Bon. finit. Reda, Non, Shitaqib. mais quand je m'étais jamais penché non. sur ce cas-là, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans la tradition un peu machiste du. De ce qui se... Non. Ouais. Mais bon, il y a de la matière. Et donc, il était surnommé le maître de l'L, hein, qui veut dire instrument en fait. Et lui, c'était du violon qu'il jouait, me semble-t-il. Absolument. D'ailleurs, la pochette de la fameuse cassette qui a suivi toute mon enfance, on le voit assis avec son tarbouche rouge, sa djellaba blanche et son violon. C'est la seule image que j'ai de cet homme-là. Donc, image iconique de l'icône de Aïcha Aqlei. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Shqara est une icône marocaine. Ah, parfaitement. Validé. Sans discussion. Ça fait. Sans Donc, Je vais quand même rajouter une chose, ça c'est pour faire plaisir à Reda. Il a fait une chanson patriotique. J'avais peur qu'il ait échappé à cette punition. Eh bien, crois-moi, c'est la seule chanson patriotique qui crée de l'émoi en moi. Et comment elle est formulée? Il parle à son fils. D'ailleurs, je pense qu'elle s'appelle Ya Walidi. Il lui dit Ya Walidi, Ya Habibi, رد بالك هادي بلادك رانت محسوب عليها. Et j'aime bien cette notion de faire attention à son pays. Il est à nous. Et c'est une belle façon de concevoir le patriotisme. Non, après, moi, c'est juste pour rebondir cette histoire de chanson patriotique. Non, mais il y a des. Même musicalement, Sort Hassan, c'est un super morceau. Absolument. Non, moi, ce qui me dérange souvent dans les chansons patriotiques, c'est les intentions. Voilà, c'est les intentions. Si quelqu'un a un sentiment à exprimer quel qu'il soit, m'hababi, s'il y a une vérité derrière ça, c'est magnifique. Ce qui est dérangeant, pourquoi, comme ça, me taquine sur les chansons patriotiques, c'est que derrière, surtout ces dernières années ou ces derniers, enfin, on sent bien quand même l'opportunisme derrière. Et quand c'est un sentiment sincère, il est aussi légitime à exprimer que n'importe lequel autre. Hein. Absolument. Un sentiment d'amour comme un autre. On va passer à la deuxième icône. Et là, on va changer complètement de... Pas tant que ça. Yek, Non, on pas va tant rester que ça. dans l'amour. Ah, Dans les coups durs de l'amour, Il y alors. a du romantisme Puisque aussi je dans mon pense affaire. que tu as... Je vais vous parler de Marcel Cerdan. Marhaba. Voilà. Alors Marcel Cerdan, déjà on va évacuer rapidement la question de. Moi, je suis مغربي ولا ماشي مغربي. Exactement. Exactement. Allez, finissons-en. Non, Ould Kaza. Ould Kaza, c'était le bombardier marocain. Tu sais que, juste une parenthèse, le statut des Marocains pendant le protectorat est un peu compliqué. Par exemple, l'Arbi Ben Bark, le footballeur du temps colonial, a joué pour la France et il était dans une sorte de trou légal. On ne savait pas s'il était sélectionné avec la France ou pas. On a parlé dans un autre podcast. Marcel Cerdan, en tout cas, il était présenté comme l'enfant de Casablanca. Il a marqué cette ville. Puis en plus, ils nous ont pris tellement de trucs qu'on peut lui prendre Marcel Cerdan. Pour compliquer les choses, il est né en Algérie à Sidi Bel Abbès, famille très pauvre. Il s'appelle Marcelino Cerdan. En fait, Marcelino. c'est Marcelin ou Marcelino. Beaucoup de, une vie plutôt misérable en Algérie. Toute la famille arrive vers l'Eldorado casablancais, très jeune, hein, donc il grandit à Casa. Et à ce moment-là, Casa, c'est un peu la ville des aventuriers, c'est un peu la ville où les gens qui ont envie de se refaire se refont. Et en l'occurrence, le papa Cerdan va avoir un café dans lequel il va organiser des matchs de boxe. Des matchs de boxe qui sont dans le café, c'est l'activité. Alors juste parenthèse pour vous dire que la boxe à l'époque, c'est le sport. Hein. C'est un peu comme le foot aujourd'hui. C'est beaucoup plus... les matchs peuvent ramener jusqu'à 60 000 personnes, on a des chiffres comme ça. Quand il a été champion du monde, il y avait tout Casa qui était dans la rue quand il a défilé avec sa ceinture. C'est un sport très très important. Et donc ce petit Marcel joue au foot, il va même jouer à l'USM, il va même être sélectionné dans l'équipe du Maroc, voilà, pour répondre à la question, l'équipe du Maroc du protectorat, avec l'Arbi Ben Barak, où il y a un fameux but, où il y a une passe de l'un à l'autre. Il aime le foot plus que la boxe. C'est-à-dire que ce qui est terrible dans l'histoire de Marcel Cerdan, c'est qu'on soupçonne qu'il n'aime pas la boxe. Et c'est un personnage qu'il faut écouter parler, il y a des choses sur YouTube, il parle un peu comme un enfant, très sensible,
Donc une sorte de naïveté un peu touchante. Et il confessait dans cette interview, que vous pouvez peut-être écouter sur YouTube, avoir très peur de tuer son adversaire. Aïe. Oui, parce qu'il a eu un combat très jeune dans sa carrière où il a mis son adversaire en grand danger, KO, un méchant KO, finit à l'hôpital et Marcel Cerdan va le voir à l'hôpital, reste jusqu'à ce qu'il se lève et il lui demande pardon, etc. Donc il y a ce côté un peu, je fais un sport, je préfère le foot, mais je fais ce sport-là parce que je suis bon et je vais très vite aller très loin, mais je suis pas très très heureux de cette activité. Ça c'est paradoxal, ça arrive. Hein. Et pour faire Ça plaisir arrive. à papa, me semble-t-il, j'ai fait une petite recherche parce que je Peut-être, pense que ouais. les grands frères aussi étaient boxeurs. Je crois que c'était en gros Ouais, l'écurie, toute qui la voulait famille- sortir toute la famille une est écurie sportive, ouais, de toute la famille est de sportive. boxeurs. Alors, ce qui est marrant, hein, c'est qu'on se plonge dans le Maroc colonial. Donc, il combat au Stade Philippe, au Stade Vélodrome de Casa, au Cinéma Vox, aux arènes de Casa, au Stade des Fêtes du Mahalif, je sais pas où elle est, Au à cinéma. Meknès. Ouais, tout ça. Et c'est d'ailleurs à Casa qu'en 1938, il devient champion de France. Le papa est fou parce que le papa il a acheté une boucherie, il offre tout l'étalage à la famille. Champion de France 1938, champion d'Europe 1939. Il est pour moyen, je vais pas préciser ça. Alors pour moyen, alors techniquement il a la voie le pour moyen c'est beaucoup de vitesse. C'est un peu c'est la catégorie où tu as ces combattants qui sont plus tard Marvin Hagler etc qui sont à la fois rapides et forts. Voilà. Ok. Les coups font mal un peu comme dans les poids lourds, mais ça bouge plus que dans C'est les poids plus lourds. agile. Voilà, c'est plus agile. 1939 donc il est champion d'Europe et là boum la guerre. Aïe. Ça va complètement bloquer son ascension vers le championnat du monde. Comme Habib Mbarak, encore une fois, donc il est bloqué par la guerre. Je crois qu'il est dans la marine. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Marcel Cerdan, c'est qu'il a la conquête de ce championnat du monde. Ça va lui prendre beaucoup de temps, vu qu'il va y arriver en 1948. Ça va lui prendre 9 ans d'arriver aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est un peu la mecque de la boxe professionnelle. Quand un boxeur veut détrôner, parce que le système c'est pas comme la Coupe du Monde, il n'y a pas des éliminatoires, il faut détrôner le champion du monde pour avoir le fameuse le slot, ceinture. voilà, pour avoir le slot, pour avoir le droit de le détrôner, il faut aller aux États-Unis, il faut faire ses preuves, il faut que le public te regarde là-bas, te valide exactement. Comme les systèmes sont un peu opaques par rapport encore une fois au foot ou au tennis que tout le monde peut comprendre, les systèmes sont opaques, les États-Unis vont lui mettre tous les bâtons dans les roues possibles, et c'est en 1948 qu'il va arriver à détrôner le fameux Tony Zale. Question bête, ouais. pardon, il y avait des transmissions télé à l'époque Alors de tout ça ou c'était les journaux justement, pour la finale du championnat du monde en 1948, la France connaît une surconsommation d'électricité parce que tout le monde était devant sa radio. Ah, Voilà. radio. Énorme problème d'électricité. et il bat Tony Zale et là, il est champion du monde. On ne peut imaginer qu'il aurait été plus tôt s'il n'y avait pas eu la guerre. Ça se passe au Madison Square Garden. Et c'est ce combat-là qui va le consacrer. Il rentre à Casa, il défile dans la rue. C'est la grosse foule. C'est le héros. Et ce qui est terrible, c'est que ce bonhomme-là va très vite mourir, vous le savez. Je sais qu'il va mourir jeune, mais je ne sais pas dans quelle écoute, c'est très simple. circonstances. C'est terrible, c'est très simple. Il combat le fameux Jack LaMotta. Alors Jack LaMotta, pour information, c'est Raging Bull. C'est le film de Scorsese, c'est Jack LaMotta. Jack LaMotta, c'est exactement l'anti-Cerdan. C'est-à-dire Jack LaMotta, c'est un type qui vient d'un milieu... Qui veut frapper. Qui veut frapper, qui vient d'un milieu mafieux, qui a un casier judiciaire, qui a truqué des combats, qui est vraiment impliqué dans la pègre. Scorsese a un peu romancé, mais on est dans ce genre de combattant un peu plus classique dans l'imagerie du boxeur qu'on a. Premier combat, Jack LaMotta, Marcel Cerdan. Marcel Cerdan chute, se blesse à l'épaule, abandonne et perd sa ceinture. Donc Jack LaMotta est devenu champion du monde. Alors évidemment, il y a toute une mythologie qui s'est installée, comme quoi les Américains avaient magouillé, ils avaient avancé l'heure du combat alors qu'il n'était pas chaud, etc. Mais c'est normal dans la boxe. Hein. Et là, il a droit à sa revanche. Il a droit à sa revanche contre Jack LaMotta pour récupérer sa ceinture. Il rentre au Maroc, se prépare, va en France, continue à se préparer, le combat est repoussé, etc. Et au moment où il veut affronter son affronter fameux Jack LaMotta, il prend l'avion et l'avion s'écrase dans les Açores. Ah mince. Voilà, Ah ouais, l'avion mince. s'écrase dans les J'avais Açores. complètement occulté Ça ce se passe le détail. 27 octobre 1949 et c'est là où il faut parler de pourquoi on parle de Marcel Cerdan à cause d'Edith Piaf. Évidemment, c'est là où on rejoint Shkara, puisque il y a de l'amour dans non, il y a beaucoup d'amour parce que alors l'histoire d'amour entre alors pour information, Marcel Cerdan est marié avec Marinette depuis quelques années. Il va rencontrer Edith Piaf à New York. Dans ce premier combat, il va avoir une vraie passion entre les deux stars. Alors ils sont dans une situation similaire parce qu'ils sont tous les deux en train d'essayer de conquérir l'Amérique. Edith Piaf chante à Broadway et Marcel Cerdan va combattre au Madison Square Garden. Et ils se retrouvent là-bas dans une espèce de passion extraordinaire, très 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 rapide et très brûlante, qui va. Il faut comprendre un peu comment ça se passe dans les médias à l'époque. Il y a un journaliste, par exemple, qui suite à la défaite contre Jack LaMotta va titrer Edith porte malheur à Cerdan. Voilà, l'entourage de Marcel Cerdan va lui aller casser les doigts à ce journaliste. C'est juste pour vous voir dans quel monde on est. Voilà, tout le monde le savait, personne n'en parlait. Tout le monde le savait, personne n'en parlait. Et il y a une histoire qui est terrible parce que Edith Piaf quelque part porte dans la mythologie de cette histoire-là la culpabilité, puisque Marcel Cerdan voulait retourner aux États-Unis en bateau. C'est elle qui a insisté pour qu'il prenne l'avion pour qu'il arrive plus vite. Elle l'attendait, la mort. Elle chante le soir même. Elle lui dédicace
l'hymne à l'amour, que tout le monde connaît la chanson d'Edith Piaf, et cette disparition tragique en fait fige le champion mythe. dans l'éternité, voilà, fige la trajectoire, jeune, allant chercher récupérer sa ceinture, accident d'avion, passion, Edith Piaf qui chante le soir même, qui s'écroule sur scène, terrassée de douleur, ça donne toute cette histoire-là, qui est pour beaucoup dans l'histoire Dans de le Marcel mythe. Cerdan. Marcel Cerdan est enterré à l'époque au cimetière de Mumsik. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'accompagnent jusqu'à sa dernière demeure. Et ce qui est dingue, c'est que suite à ça, Marinette Cerdan, la femme légitime de Marcel Cerdan, et Edith Piaf vont avoir une espèce d'amitié. Voilà. Et le fils aîné de Marcel Cerdan va même aller, quand il va aller à Paris, aller chez Edith Piaf. Edith Piaf, Voilà. l'amour triomphe. Hein L'amour triomphe. Non, voilà, mais c'est une... Alors, pour information, le stade de Casablanca, qu'on appelle stade d'honneur, il s'appelait stade Marcel Cerdan, qu'on a débaptisé. Justement, j'allais te poser la question, comment ça se fait d'avoir un champion pareil et de ne pas avoir de boulevard, de rue Non, Est-ce que ça existait et que ça... Parce qu'au lendemain de l'indépendance, on l'a associé au Voilà, colonialisme, au colonialisme. et donc on a effacé un peu ses traces. Il y a une autre façon de voir les choses qui est un peu plus inclusive, qui estime que c'est des Casablancais, et que les Casablancais, Alioune Mbalk et Marcel Cerdan devraient être célébrés comme enfants de la ville, surtout qu'il avait sa brasserie. On parle d'un bonhomme quand même, juste pour information, parenthèse sur le sport, 114 combats. Hein, 114 combats. Aujourd'hui, les gros boxeurs, les Mayweather, les gens qui... Canelo Alvarez, etc., ils sont à 50-60 combats. C'est-à-dire 114 combats professionnels à l'époque avec les... Très peu de défaites, me semble-t-il, oui, en alors, plus. 4 défaites. 4 défaites et 110 victoires. On parle d'un énorme sportif, mais dont la trajectoire, je le répète encore une fois, a été magnifiée par cette histoire d'amour. Parce que dans l'histoire d'amour entre Marcel Cerdan et Edith Piaf, il y a un peu le choc de deux mondes. C'est au contact d'Edith Piaf qui va se mettre à lire, en particulier André Gide, elle va l'emmener au théâtre, etc. Elle va le venir voir ses combats. Enfin, il y a quelque chose d'assez... Deux mondes qui se deux rencontrent. mondes, exactement. Pour répondre à ta question sur l'héritage de Marcel Cerdan, il a été, dans les années 90, déterré de Mumsik et rapatrié à Perpignan. Ah. Moi, à titre individuel, je regrette qu'on n'ait Pourquoi pas... Parce que c'est, comme on a baptisé le stade, on l'a appelé stade d'honneur, qui est devenu en 83 le Mohamed Khamis, que tout le monde continue à appeler stade d'honneur d'ailleurs. C'est d'honneur, exactement. C'est ça, c'est l'idée que le colon est parti, voilà, On efface. on efface. C'est un peu dommage parce que aux arènes de Casablanca, Edith Piaf a chanté, si je me trompe pas. Enfin, il s'est passé des choses ici qu'on devrait accepter, sans porter de jugement de valeur, mais accepter comme faisant partie de qui on est aujourd'hui à Casablanca, en tout cas. C'était intéressant. Aïcha, je ne sais pas si, comme moi, tu as appris des choses. Moi j'ai oui, en appris tout cas. beaucoup, oui. Et icône, en tout cas, ça c'est certain. Icône casablancaise, a priori, j'ai envie de dire oui. Oui, totalement. Donc je crois qu'on valide aussi. Il est smehti. Non, mais on a du mal aujourd'hui à se rendre compte de ce que la boxe représentait à cette époque-là. C'était le sport. Voilà, le sport. Il y avait des combats partout. Il y a des photos, on le voit combattre en plein air, dans des places... De t'entendre dire que ça a eu lieu dans un cinéma, dans des cafés, etc., j'ai pas de mal à croire que oui, ça devait être donc Et le truc... c'était aussi le lieu people où les grands acteurs de l'époque allaient se retrouver sur le bord du ring. C'était l'endroit où il fallait être vu, quoi. Un peu comme La Fashion aujourd'hui, Week, là, la Fashion Week comme de aujourd'hui maintenant. peut être la loge de Santiago D'un Bernabéu concert, ou ou bien du foot. Le foot, je pense, a repris un peu ça. Le tennis aussi. Le tennis il y a toute une théorie qui dit que le tennis a Roland remplacé Garros, symboliquement c'est le nouveau- la Wimbledon, boxe. etc. Bah écoutez, moi j'étais ravie en tout cas de découvrir ces deux personnages, Shkara et Cerdan, Un qui sont donc improbable qui sont donc les icônes Unis par l'amour. du jour, unis par l'amour. Et puis la chanson un peu aussi, hein, au Bah final, voilà. Cerdan, malgré lui. Yek. Absolument. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci. Produit avec le soutien de la MDJS.